19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 27 décembre 2023. 26 juillet 2023, 26 décembre 2023, 5 mois de gouvernance du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Quel bilan peut-on dégager? Suivez ce reportage de Sekina Toussadou et Nasser Sedou. Voilà jour pour jour 5 mois que le régime de Mohamed Bazoum est renvoyé dans les annales de l'histoire politique du Niger par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Une période de gouvernance du CNSP qui, comme toute œuvre humaine, connaît des hauts et des bas selon certains analystes de la scène politique nationale. Depuis cette période de 5 mois, nous n'avons pas connu de difficultés économiques majeures. Notre pays a surmonté ces sanctions, notamment en assurant le paiement régulier des salaires, en permettant l'approvisionnement régulier en produits de première nécessité, y compris les produits pharmaceutiques. Nous avons également avancé sur le plan de l'énergie, parce que pour la première fois, quand même, un contrat commercial qui liait la Nigélec à la société nigériane d'exploitation de l'énergie a été rompu. Malgré tout, le peuple nigérien a pu faire preuve de résilience et il faut saluer les efforts du gouvernement et de la Nigélec en particulier, qui a permis de réduire les conséquences de cette rupture abusive de contrats en matière de fourniture d'énergie. Par contre, il y a des points sur lesquels des efforts doivent être faits. Parmi ces points, il y a les éléments de rupture de la gouvernance. Vous savez que parmi les raisons avancées par le CNSP pour justifier le coup d'État du 26 juillet et qui a permis de mobiliser le peuple, il y a la lutte contre la mauvaise gouvernance et surtout la soif de justice qui anime le peuple nigérien. Sur ces points, particulièrement, le Front patriotique estime qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Ainsi, pour cet acteur du Front patriotique pour la souveraineté, le peuple nigérien fonde beaucoup d'espoir sur le CNSP avec d'énormes attentes. La nécessité que nous avons trouvée, après 5 mois, il est temps de quitter l'émotionnel. On a fait 5 mois en train de crier la Boussani, indépendance, souveraineté. Il est temps de passer au concret. Que nous ayons une vision, secteur par secteur, avec des périodes d'évaluation, secteur par secteur, pour que nous traduisions en actes l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains sur le plan alimentaire, nous ne sommes pas souverains sur le plan de l'énergie. Nous avons une école bancale, un système de santé défectueux. Nous avons un problème de sécurité. Parce qu'il faut aussi rappeler que sur le plan sécuritaire, il y a eu des avancées. Il n'y a pas d'attaque de grande envergure, mais les villages sont encore soumis à la pression des organisations terroristes. Il y a nécessité sur ce plan aussi de doter nos forces de défense et de sécurité en matériel et moyens suffisants. Et ça doit être dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation. Les pratiques qui nous ont amenés au coup d'État du 26 juillet, la promotion des parents, amis et connaissances au détriment de la méritocratie, ce sont des pratiques qui doivent cesser. En seulement 5 mois, il est certes tôt de faire le bilan d'un régime qui fait surtout face à une animosité de certains partenaires, avec des sanctions inhumaines imposées au pays. Cependant, il est important de regarder de temps en temps dans le rétroviseur pour voir ce qui a bien marché et ce qui ne l'a pas été, afin de corriger les erreurs. Ainsi, l'on peut consolider les acquis en vue de mieux avancer, cette fois-ci rien que pour le bonheur du peuple nigérien. Suivant à présent la réaction de la population par rapport à ces 5 ans de gestion du CNSP. Le bilan du CNSP pendant 5 mois de gestion, du point de vue sécuritaire, nous constatons quand même qu'il y a une accalmie concernant les attaques terroristes et c'est tout à l'honneur
donc de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays, parce que le volet sécuritaire quand même est le premier point qui justifie l'avènement du CNSP au pouvoir le 26 juillet 2023. Donc nous pensons que sur ce point, le CNSP doit continuer à accélérer quand même la stabilisation générale du pays, de toutes les contrées. Maintenant, je pense que sur les questions de développement économique, au regard des sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA, effectivement, il y a des difficultés sur lesquelles quand même la population nigérienne dans son ensemble a prouvé toute sa résilience. Et il va de soi quand même que les attentes de la population soient envers le CNSP une urgence pour tous ceux qui contribuent comme facteur de relance économique. Donc je pense que la population attend surtout le CNSP sur ce volet-là, créer les conditions d'une véritable relance économique. Et nous estimons quand même la dynamique de l'AES qui est engagée sera poursuivie jusqu'à la concrétisation des objectifs essentiels pour lesquels l'AES a été créée. Aujourd'hui, les autorités qui sont en place sont venues pour réparer beaucoup de choses. Sont revenus réparer les torts qu'on a fait au Nigeria, sont revenus pour redresser le pays, sont venus par rapport, en fait, pour l'histoire qui doit juger entre-temps tout ce qui a été fait et tout ce qui fera dans l'avenir. Par rapport à ce qui est en train de se passer, vous savez, en fait, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Un. Deuxièmement, par rapport à tout ce qu'on est en train de ressentir, il faut partir sur de bonnes bases que de pouvoir être au-dessus alors que c'est un toit de paille. Aujourd'hui, ça veut dire que les Nigériens sont en train de se souder entre eux pour la simple raison, pour l'avenir de notre pays. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas question des individus. Aujourd'hui, ça veut dire que eux, d'autre part, c'est parce que les gens sont en train de garder à l'image de certains individus. Or, quand on parle de la dimension d'un pays, ça ne se dessine pas, ça ne se calque pas à travers quelques individus. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est parce que les politiciens, on vous a tellement fait de lavage de cerveau jusqu'à ce que maintenant vous n'allez même pas faire la différence et le distinguo par rapport au bienfait de notre pays, par rapport à ce qui va passer, par rapport à ce qui va se tramer pour l'avenir de notre nation. Donc, il faut faire attention parce que le jeu, en fait, c'est que maintenant, ça veut dire que les politiciens sont en train de mettre dans notre pays parce que c'est une pente. Donc, qui ne dit pas son nom, ça veut dire que ça serait une descente en enfer. Heureusement que ça veut dire que le train a été arrêté et qu'on a eu une amorce. Puis maintenant, ça veut dire qu'avec l'envol des 26 millions de Nigériens, tout chacun, ça veut dire qu'on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir de notre pays. La 44e édition du Sabre se poursuit dans la capitale de l'Aïr, Agadez, avec des combats entre les lutteurs de 8 régions du pays. En dehors des 10 combats, le Sabre national, c'est aussi d'autres charmes que notre reporter Boubacar Ibrahim va nous faire découvrir à travers ses reportages. Événement national à caractère très social et culturel, la lutte traditionnelle regorge suffisamment de richesses. En plus de la lutte proprement dite, celle-là même qui se déroule spécifiquement sur la scène, il y a également tout un tas d'astuces sans lesquelles la compétition n'aura pas un certain goût. Ainsi, leur rôle, aussi futile qu'il puisse paraître, consiste principalement à maintenir l'ambiance dans l'arène tout en galvanisant les lutteurs. Pour Youssoufou Kodo, expert du domaine, avant d'être sportive, la lutte est d'abord et avant tout sociale et culturelle. La lutte, tenez-vous bien, elle est beaucoup plus culturelle que sportive. 90% de la lutte, c'est l'aspect culturel. Avant, pendant et surtout après. Avant, entre en ligne de compte les tambourins que vous voyez, qu'on appelle le gundoua, les grosses caisses. C'est peut-être même des instruments musicaux presque uniques. Hein? On ne trouve pas ça quelque part en Afrique, ce genre d'instruments qui appellent, qui incitent. Ils ont un message à transmettre. Vous voyez, dès qu'on annonce un lutteur, subitement, aussitôt,
l'appel de ce lutteur-là est accompagné par ce rythme accéléré des tambours qui parlent, s'il vous plaît, qui parlent et qui présente ce qu'on appelle l'auto-portrait de lutteur, où il passe en carrière, où il se dit que je suis le plus fort, je suis le plus tenace, je suis le plus, avec des superlatifs. Il vient, il parle et ça galvanise. Et quand souvent, vous voyez, quand la lutte devient âpre et que les lutteurs commencent à se fatiguer, entrent en ligne de compte ces grosses caisses pour appeler le lutteur. Ils appellent et ils savent, il faut être initié. Ils l'appellent anonymement. Un tel, Abdelaziz, attention, on attend, qu'est-ce que tu attends? Fais ceci, fais cela, et ça donne. Il n'y a pas, c'est une sorte de dopage psychologique, c'est tambourin. C'est donc tous ces aspects qui donnent à la lutte tout son sens et renforcent par-dessus tout le vivre ensemble. Et justement, en route pour la couverture de la 44e édition du Sabre national, la délégation de l'ESCOMEX IFTIC s'est heurtée à des péripéties, notamment par rapport au tronçon Tawa-Agadez, communément appelé la route de l'uranium RTA. Les détails dans ce reportage. Nous sommes en route pour Agadez. Le trajet Niamey-Agadez fait 914 km. Mais très malheureusement, le chemin de Tabalak à Tamaya, menant à la ville d'Agadez, est un véritable parcours de combattants, car les voitures passent et avancent à la vitesse du caméléon à cause de la dégradation de la route et d'autres véhicules qui se renversent en milieu de route. Pour les usagers de ces chemins, c'est des difficultés réelles qu'ils vivent. Le mauvais état de la route a conduit l'un de notre véhicule à tomber en panne, car l'un des amortisseurs de l'arrière du véhicule est cassé. Nous avons juste à dépasser Tamaya. Maintenant, nous dirigeons vers la ville d'Agadez. Notre véhicule est tombé en panne. Et heureusement, les chauffeurs ils ont vérifié, ils ont dit que ce n'est pas quelque chose de grave. Et donc, ils nous ont rassuré que bientôt, ou bien dans les heures à venir, nous allons arriver à Agadez. Au vu de la réalité de la route d'Agadez, l'État doit nécessairement arranger la route pour permettre aux populations de voyager en sécurité. La rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire d'aujourd'hui traite de la reconnaissance de la culpabilité insigée, traitée par maître Moustapha Amidou Niébé Maman. Il est avocat à la cour. Très bonne réception à vous. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet de rendre la justice de manière rapide, simple et moins coûteuse. Toutes les fois où une personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, eh bien on dit sur sa demande ou sur la demande du procureur de la République, à condition que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie soit punie d'une peine inférieure à 10 ans. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas que la personne soit un mineur. Donc, relativement à la peine, une peine inférieure à 10 ans. Quant à la personne, il faut que la personne soit un majeur sur le plan pénal. Donc, c'est cette personne qui est âgée de plus de 18 ans. Si le procureur décide de faire application de cette procédure,
soit sur sa demande, parce qu'il a aussi cette possibilité de faire la proposition à cette personne qui en réalité s'est déjà amendée. Parce que comme on a l'habitude de le dire, une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà une personne qui reconnaît avoir commis l'infraction, qui donne les détails nécessaires pour cette commission de l'infraction. Eh bien, on dit le procureur de la République peut décider de son propre chef de lui faire la proposition. Donc, il faut comprendre qu'à ce stade, on n'est pas encore à une décision devenue définitive. Ça reste une proposition de peine. Là, la personne qui a reçu cette proposition, eh bien, a cette possibilité d'accepter ou de refuser. Et on dit aussi que la personne peut demander un délai de 3 jours pour réfléchir sur la peine qui lui a été proposée. La deuxième situation, c'est que une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qui se retrouve dans les deux conditions que nous avions citées ci-dessus, peut demander au procureur de la République de lui faire le bénéfice, de lui donner le bénéfice de cette procédure, qui permet de juger de manière rapide. Et bien, pour le déroulement de la procédure, le procureur lui fait d'abord un résumé des faits qui lui sont reprochés, la qualification pénale, les faits en tant que tels, et le procureur lui fait une proposition de sanction, une proposition de peine. Là, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est une procédure qui demande à ce que la personne soit assistée par un conseil. Si la personne a les moyens, si la personne a déjà son conseil commis par lui-même, par ses soeurs ou par ses parents, eh bien, le procureur en prendra acte. Si la personne n'a pas les moyens, eh bien, on dit le président du tribunal, de la juridiction qui va connaître l'affaire, sera appelé à lui désigner un conseil commis d'office. La seule exception, on dit, c'est quand la personne poursuivie renonce de manière non équivoque à cette assistance. Parce que l'objectif étant de mieux conseiller la personne pour que la personne ne soit pas lésée. Parce que seuls les avocats, ou disons les avocats, sont à même de comprendre si une peine est juste ou pas, au regard des faits de l'espèce. Eh bien, on dit, la personne sera conseillée, sauf si la personne décide de renoncer. La peine proposée par le procureur de la République, on dit, ne peut être supérieure, je dis bien supérieure, à la moitié de la peine d'emprisonnement en cours. Le procureur de la République peut décider de son chef de faire assortir l'intégralité de cette peine proposée ou une partie de cette peine proposée par une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Au-delà de la peine d'emprisonnement, il y a aussi une peine d'amende. Et là, le législateur nous dit, cette peine d'amende ne peut être supérieure au montant de l'amende encourue, ni inférieure à la moitié de cette amende. Donc, la loi a vraiment bien encadré cette procédure, de telle manière qu'il y a une proposition qui a été faite, mais cette proposition doit rester dans les termes de la loi. Parce que j'expliquais tantôt que la peine d'emprisonnement ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue. Si c'est de l'amende, ça ne peut être supérieur au quantum de cette amende, ni inférieur aussi à la moitié de cette peine d'amende. Et bien après cette proposition, si la personne décide d'accepter directement la peine qui lui a été proposée, eh bien le procureur de la République signe avec cette personne ce qu'on appelle un procès verbal de reconnaissance préalable de culpabilité. On signe un procès verbal où on fait démontrer d'abord, on explique la qualification, les faits d'abord pour lesquels la personne a été poursuivie, la qualification juridique
donnée par le procureur de la République, la peine proposée, d'abord la peine encourue pour l'infraction, et puis le procureur revient pour donner la peine proposée. Et là, si la personne décide de donner son accord sur le champ, eh bien, la mention de cet accord va mentionner sur le procès verbal. Et les deux parties signent le dit procès verbal avec le conseil, soit désigné par la personne, soit commis d'office. Eh bien, là, si la personne n'a pas de conseil, elle peut décider de renoncer de manière non équivoque à l'assistance d'un conseil. Et bien, dans ce cas, si le procès verbal a été signé, on dit, au-delà du procès verbal, il faut que le dit procès verbal soit entériné par un juge. Donc là, on renvoie le dossier à un juge, à une audience. Le jour même, s'il y a une audience en cours ou le jour le plus proche, on fait enrôler le dossier. S'il y a une partie civile dans la procédure, on fait appeler cette partie civile pour lui expliquer que voilà ce sur quoi le procureur s'était entendu avec la personne poursuivie. Voilà la peine qui lui a été proposée. Voilà l'acceptation de cette peine. Eh bien, qu'est-ce que la personne a dit par rapport à ses intérêts civils? C'est extrêmement important. Parce qu'une partie civile n'a rien à voir avec la peine d'emprisonnement qui lui a été proposée, qui a été proposée à la personne poursuivie. Certes, c'est elle qui a été directement souffert de l'infraction, mais pour ce qui est de la peine, c'est du ressort du ministère public. La partie civile est là pour préserver ses intérêts civils. Eh bien, on va appeler cette partie civile pour se prononcer sur ses intérêts civils. Quand le dossier arrivera à l'audience, le président de l'audience va vérifier la réalité des faits. Qu'en est-il des faits? Est-ce que les faits existent? Après cette vérification, le président va vérifier la qualification juridique donnée par le procureur de la République. Eh bien, après cette qualification juridique, le président va vérifier la peine qui a été proposée. Parce que, comme je le disais, tout doit rester dans les limites de la loi. Si tout est OK, eh bien, il revient au président maintenant de demander à l'audience est-ce que la personne poursuivie accepte cette transaction pénale. Eh bien, si la personne accepte, là, le président va juste constater cette transaction et homologuer ça. Mais si la personne refuse à l'audience d'accepter cette proposition, eh bien, le président, disons, va rejeter cette demande de transaction pénale. Ou l'autre situation, c'est que le président peut de lui-même constater que les conditions qui doivent être remplies pour que cette transaction ait lieu ne sont pas là, eh bien, le président peut de lui-même rejeter cette transaction pénale. Ce qu'il faut aussi soutenir, c'est que il y a certaines infractions qui ne peuvent pas connaître de cette procédure. C'est l'article 379-10 de notre code de procédure pénale qui nous donne la réponse. On dit cette procédure n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles ci-après. Elle n'est pas applicable aux infractions d'introduction, de fabrication, de culture et vente de substances psychotrophes punies de peine criminelle. Elle n'est pas non plus applicable quand pour des faits impliquant plusieurs personnes, toutes ne l'acceptent pas. Si par exemple une infraction commise par 2 ou 3 personnes, une personne accepte cette proposition, les autres refusent d'accepter cette proposition, eh bien, cette transaction pénale ne peut trouver application. C'est le cas aussi d'une infraction portant sur la fausse monnaie, le délit de fuite, les séquestrations et arrestations arbitraires,
l'aliénation de la liberté d'autrui, les atteintes à la pudeur, les actes impudiques sur mineurs de même sexe, les mutilations génitales féminines. C'est pour vous dire que depuis un certain temps, parce que c'est une révision de 2007, donc depuis un certain temps, le législateur a vraiment créé les conditions pour qu'il y ait une justice accélérée et une justice plus juste pour ces personnes qui reconnaissent leur tort. C'est cela aussi la justice, c'est la célérité, c'est cela aussi la justice. C'est pour permettre à ce que ces personnes ne se retrouvent pas dans des dossiers qu'ils vont traîner derrière eux toute leur vie. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que même le dossier qui se trouve en instruction, la personne qui reconnaît les faits peut, par son biais ou par le biais de son avocat, écrire une correspondance officielle au procureur de la République où il va retracer les faits qui lui sont reprochés, il va reconnaître les faits qui lui sont reprochés et faire cette proposition au procureur de la République de lui faire application de la reconnaissance de cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Donc, depuis un certain temps, je vous dis, les juridictions ont commencé à faire application de cette procédure. Tout ce qui reste à dire, c'est que le commun des mortels doivent aussi s'en saisir de cette situation pour demander le bénéfice de l'application des dispositions 379-1 à 379-10 du Code de procédure pénale.